Ah, la vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue sur l'autre vérité. Ce plateau aujourd'hui est exceptionnel compte tenu de l'importance du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Comme vous le savez, les lampions se sont éteints sur le 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa du 12 au 14 octobre dernier. C'est ici donc le lieu de pouvoir tirer les leçons de ce que ce sommet a pu donner en termes de résolution et nous interroger également sur la pertinence de l'élargissement de la francophonie à un moment où bon nombre de crises couvent de par le monde et aussi à cause des problèmes internes que rencontrent certains pays membres. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau une figure qui vous est familière puisqu'il s'agit de M. Jean-Jacques Seymour qui est présent avec nous depuis quelque temps déjà, éditorialiste à Tropique FM, chroniqueur à Canal 3 Monde, mais également écrivain et spécialiste de la géopolitique des Caraïbes. Je ne me suis pas trompé. Pas du tout. Très bien. Nous accueillons également avec grand plaisir M. José Mélébert, qui est ancien conseiller de ministre en Guinée équatoriale. Il a servi auprès de 5 gouvernements successifs, si je ne m'abuse. Vous avez également été ancien chef de projet de la coopération française. Et je précise que vous êtes également consultant international en projet de développement. J'ai également le grand plaisir de recevoir une figure très connue de téléspectateurs, puisqu'il s'agit de M. Francis Patindé, journaliste, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, mais également ancien porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, et ce pour l'Afrique. Enfin, quatrième intervenant sur ce plateau, M. Anissé Mobé, que je salue amicalement. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes chercheur en sciences sociales, membre du comité de rédaction de l'année francophone internationale. C'est dire que vous avez été en tout cas au cœur de la problématique de la francophonie de par votre contribution à cette revue. Voilà, amis téléspectateurs, donc aujourd'hui nous allons essayer de faire un débriefing de ce qu'a été le sommet de la francophonie. Que faut-il en penser? L'attitude de François Hollande a-t-elle été hostile à l'égard du pouvoir Kabila? Est-ce que Joseph Kabila sort renforcé de ce sommet de la francophonie? Est-ce que l'opposition congolaise a tiré son épingle du jeu? Et surtout, faut-il élargir la francophonie à d'autres membres? Vous avez tous appris que le Qatar a été admis comme membre associé, alors qu'il devait en principe passer par l'étape de membre observateur. Première question, je m'adresse à vous, Jean-Jacques Seymour. Quelle est votre lecture, au fond, quelques jours après la fin de ce sommet de la francophonie? Les questions que vous venez de poser sont des questions essentielles et ce sont effectivement des questions que tous nos téléspectateurs doivent se poser. Mais derrière votre question, il y en a peut-être une autre. Qui a tiré son épingle du jeu de ce sommet, et est-ce que ce sommet de Kinshasa a été pour le président Kabila quelque chose de positif? Vous allez nous le dire, j'en suis sûr. C'est très mitigé. Pour moi, de ce que j'en retiens, le président Kabila a juste un point positif. C'est que la communauté internationale a pris un certain nombre de mesures, par le biais de l'OIF d'ailleurs, pour que les exactions qui se produisent au Nord Kivu puissent cesser et que justement... Vous y croyez? On va y croire, puisque ça a été décidé, tout cela. Ça a été décidé. Donc on verra bien. Mais vous avez l'air d'en douter, vous. Non, José Mélébert peut-être va... Oui, allez-y. Quelle est votre lecture de... Pour moi, l'avantage déjà de ce sommet au cœur de l'Afrique, au cœur d'un grand pays francophone, la RDC, c'est qu'on a pu, en quelque sorte, mettre en exergue les problèmes que rencontre aujourd'hui cette organisation, qui est la francophonie, dans un monde mouvant où, bien sûr, il n'y a pas que l'influence du français, mais aussi celle de l'anglais. Et au milieu de cela, il y a aussi, en France, l'arrivée d'un nouveau chef d'État, qui est François Hollande, qui n'est pas dans ses déclarations tout à fait dans l'héritage de ce qu'a toujours mené comme politique la France. Quelle est la nouveauté dans sa démarche? La nouveauté, on a pu le voir au cours de ce sommet, c'est que c'est une personne, un chef d'État, qui
se comporte de manière franche dans ses attitudes. Il ne dissocie pas ce qu'il pense et la manière de le faire publiquement. On a vu, par exemple, François Hollande prendre des notes au moment... Pendant que Joseph Kabila faisait son discours. Diplomatiquement, c'est discourtois, ça, quand même. C'est discourtois. On pourrait se dire... Qu'est-ce que vous en pensez, Francis Patidé? Je voudrais d'abord dire que la méthode Hollande change de la méthode de ceux qui l'ont précédé. Vous savez ce qui s'est passé à la veille de son départ pour Dakar et Kinshasa? Il a organisé un déjeuner, et à ce déjeuner étaient conviés 5 Africains, franco-africains si vous voulez. Il y avait donc Michel Sidibé, le patron de ONU-SIDA. Il y avait Lionel Sissou, donc, qui est un banquier et homme d'affaires. Il y avait Denise Zépoté, notre consoeur de TV5. Il y avait un intellectuel sénégalais qui s'appelait Mamadou Diouf. Et puis, il y avait Elikiam Mokolo, historien. Et donc, le président les a conviés à la veille de son départ à un déjeuner qui a duré de 13h à 15h. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à ce déjeuner accompagné de son ministre des Affaires étrangères et de la dame qui est en charge de la francophonie. Il a dit dès le départ, je vous écoute. Et il a pris des notes. Il a rempli il a pris des notes. Et j'ai parlé avec certains de ces 5 frères qui étaient là, frères et sœurs qui étaient là-bas. Ils se sont retrouvés dans la synthèse. Et ça, c'est inédit. Jamais sous la Ve République, avant un premier voyage en Afrique, pour aller au-delà, participer à un sommet, un président français n'a consulté des Africains. Et ça, c'est déjà... c'est une bonne chose selon vous, ou bien vous pensez que c'est un précédent qui pourrait... Mais jusque-là, on avait des présidents. Le prédécesseur de M. Hollande, il est allé en Afrique en sachant tout, alors qu'il n'y avait jamais eu... En conquérant. En conquérant. Ouais. D'accord. Puis il a découvert dans son avion que l'Africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Enfin, celui qui est allé à Dakar et qui est allé à Kinshasa, déjà est allé, il a joué modeste. Il a appris en consultant des Africains, parce que dans ce pays, il y a quand même des Africains. Il les a consultés, je trouve que c'est inédit. Ensuite, il est allé à Dakar, et dès Dakar, il a, même la veille de son départ, lors de son interview à des confrères, il a commencé par dire que ce qui se passe en RDC est inacceptable. Tout à fait. C'est inacceptable. Il l'a redit à Dakar, et il l'a redit, y compris en face à face, à M. Kabila. Je trouve que, rien que pour ça, je dis chapeau l'artiste. Anissé Mobé, lorsque on fait un peu la genèse de ce sommet, en tout cas les conditions qui ont prévalu à son organisation et toute la polémique qui a précédé, est-ce qu'au final, vous estimez que la mission de François Hollande est accomplie? Est-ce que vous pensez que la voix de la France a été suffisamment audible dans le registre des droits de l'homme, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans un sentiment mitigé par rapport à ce qui a pu se passer à Kinshasa? Non, je n'ai pas à être dans un sentiment mitigé. Au contraire, il faut optimiser, il faut fructifier ce qui a été fait de bien, et notamment cet aspect que Francis vient de rappeler, écouter les Africains dans leur diversité. Je rappelle que Mamadou Diouf, qui est sénégalais, qui a étudié ici en France, mais professeur aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'il a un regard un peu différent, hein, certainement, une perception différente de la relation entre l'Afrique, la France et les États-Unis, d'une part, et d'autre part, et Mamadou Diouf et Elikiam Mokolo ont participé à des ouvrages collectifs où des historiens africains et français ont répondu à M. Sarkozy depuis son fameux discours de Dakar, l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Donc, de ce point de vue, effectivement, c'est un pas en avant. Oui. Il faudra maintenant continuer. Donc, c'est peut-être aussi à nous, Africains, de pouvoir faire un deuxième pas. Mais quelle est la plus-value, au fond, d'avoir rencontré, ces intellectuels, hein, aussi éminents? Mais c'est-à-dire d'avoir pris le pouls, les réalités de l'Afrique et des Africains. Parce que, oui, souvent nous entendons des grands spécialistes, hein, français ou belges ou américains, c'est dit spécialistes de l'Afrique. C'est d'ailleurs aussi un peu en partie la faute des Africains. Les Africains font des études universitaires brillantes en France, en Belgique, aux États-Unis, mais rares sont ceux qui consacrent leur mémoire, leur thèse de doctorat, leur mémoire, à étudier la France ou la Belgique. Au point qu'on se retrouve dans des situations ubuesques où un collègue qui est avec vous en fac, un Français ou Belge, est
spécialistes des problèmes africains, congolais, sénégalais, mais nous, Africains, nous sommes spécialistes ni de l'Afrique, ni de la France ou des États-Unis. Donc, de ce point de vue, c'est déjà un grand pas en avant. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas non plus oublier les héritages en France dans les relations Afrique-France. Ce sont des héritages dont on fait des relations mafieuses. Les termes ne viennent pas de moi, mais des Français eux-mêmes, notamment des ONG, qui déjà en 95 mois des élections présidentielles avaient publié toute une série d'ouvrages. Moi-même, j'ai participé à certains de ces ouvrages-là pour dire, écoutez, il est temps de ramener à la raison démocratique les relations entre la France et l'Afrique. Et enfin, pour terminer sur le Congo, quand vous dites qu'il y a eu polémique, non, il n'y a pas eu polémique, il y a eu des débats. Des Congolais vivant à l'étranger. Je rappelle quand même la polémique est née du fait que certains estimaient que les conditions de l'élection de Kabila étaient telles que François Hollande, s'il était conforme aux valeurs qu'il a voulu défendre durant sa campagne, ne pouvait pas y aller. Non, ce ne sont pas des polémiques, ce sont des débats. C'est-à-dire que les Africains et aussi certains Français... Polémique, c'est pas un gros mot, hein, polémique, ça peut être ça également. Oui, mais je pense ici que c'est plutôt des débats, les Africains et aussi les Français, et aussi des Belges d'ailleurs, qui ont une perception différente des autorités belges et françaises, des réalités congolaises, se sont joints aux Congolais pour s'inviter dans les débats, mais parce que la francophonie, n'oublions pas que ce n'est pas seulement un héritage colonial pour nous, surtout pour un pays comme le Congo qui n'a pas été colonisé par la France. Nous nous retrouvons, on nous qualifie des plus grands pays francophones. Il faut se demander pourquoi et pourquoi faire. C'est pour cela que j'ai dit que ce ne sont pas des polémiques, parce qu'on a oublié, mais les Congolais eux-mêmes réfléchissent sur la francophonie depuis très longtemps, pour ne donner que des exemples précis. On va y revenir. On va rapidement. Pour que nous puissions poursuivre le débat, vous aurez l'occasion de reprendre tout à l'heure. Je vous relancerai là-dessus. Non, juste pour dire que, pour compléter ce qui a été dit, c'est que le président, de mon avis, a brisé un tabou. Vous parlez de François Hollande? Oui, je parle de François Hollande. Ce tabou, en allant là-bas, il a brisé un tabou parce qu'il est allé dire, en dépit très de clairement, et c'est ce que nous disions ici dans une position, il est allé dire au président Kabila ce qu'il avait à dire, et ceci, il l'a fait publiquement. Mission accomplie. D'ailleurs, oui, mission accomplie, d'autant que vous avez vu tous le silence un peu coupable de la Suisse et de la Belgique qui n'a rien dit. Donc il a ouvert une porte le Premier ministre canadien a quand même dit à Kinshasa qu'il le Canada a suivi choix. Le Canada a suivi pour arrêter ses assises. Oui, mais le Canada a suivi la France. Moi, je crois que la France et le Canada ont parlé d'une seule voix. Le président Ampère et le président Hollande, ils ont parlé d'une seule voix dans cette affaire. Donc on a brisé un tabou au sein de la communauté internationale. Quand on va là-bas, il fallait prendre des termes diplomatiques pour s'exprimer. Là, on a mis les pieds dans le plat, de manière très claire. Mais vous savez, par ailleurs, et je reviens vers vous, José Ménémer, que tout le monde n'est pas de cet avis. C'est-à-dire que certains estiment que, quel qu'ait été le bien fondé des critiques de François Hollande, il n'était pas de son devoir, en tout cas, d'aller humilier un chef d'État fut-il africain. Est-ce que, selon vous, ça ne pourrait pas faire, comme ça, ressurgir un sentiment au sein de l'opinion publique africaine pour dire, écoutez, nous avons nos défauts, c'est vrai, mais qu'on nous laisse régler nos problèmes entre nous, et ça suffit comme ça, les leçons de morale qu'on nous adresse constamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, il n'a pas créé de crise diplomatique. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est peut-être là une boîte de Pandore qui a été ouverte ? La boîte de Pandore a été ouverte sur deux plans. Tout d'abord, Jean-Jacques parlait d'un tabou qui a été brisé, mais moi je dirais même au plan politique, c'est toute une vision différente qui est modifiée, parce qu'on a toujours l'impression que le politicien, c'est quelqu'un qui doit avoir la langue de bois et qui, après avoir collecté un certain nombre d'informations, combien d'enquêtes ou de sondages ne nous ramènent pas les informations, et lorsqu'il arrive sur le terrain, il dit autre chose. Et ceux qui l'ont conseillé et ceux qui l'attendaient ne comprennent plus. Or, nous avons vu François Hollande, déjà par sa trajectoire, c'est quelqu'un en France, on aurait parié il y a 5 ans, personne n'aurait dit ce monsieur allait être président de la France. Donc c'est quelqu'un un peu qui a construit son chemin, mais il est sûr de ce qu'il fait et au fur et à mesure, il impose son chemin. Maintenant, sur ce que vous disiez, en parlant d'un peu cette attitude moralisatrice,
c'est vrai qu'elle peut choquer les Africains, surtout le Bantou, où on a cette vision toujours Parce qu'il a quand même placé, verticale. la démocratie et les droits de l'homme au cœur de ce sommet, parce que ce n'était pas le thème principal. Ce n'était pas le thème principal, bien sûr. Mais en Afrique, je reviens à la conception du chef. Le chef, c'est un peu la personne qu'on sacralise. Et là, quelque part, on l'a vu. Oui, bien sûr. Mais je parle de l'Africain et du Bantou. D'accord. Mais on l'a vu au cours de ce sommet. Oui. C'est lorsque, en fait, le président Kabila fait son entrée dans la salle et qu'il y a comme ça... Une clameur. Des applaudissements. D'autochtones. François Hollande a eu l'air surpris d'ailleurs. Il avait l'air très surpris. Et on comprenait ce qui se passait, plus ou moins dans sa tête, il avait l'air de se dire. C'est une technique qui est connue, qui s'appelle la claque. Bien sûr. Remplissez la salle avec des partisans et qui applaudissent. Comme il sentait que il avait affaire à fort parti, la salle a été dosée. Et ça, c'est connu. Il est besoin d'être rassuré, au fond. Ce que vous nous dites là, c'est que Kabila manquait d'assurance, visiblement. Le problème, c'est qu'il y a panique à bord. Et pas seulement chez Kabila, parce qu'il ne faut pas oublier, ça a été des messages adressés à beaucoup de chefs d'État africains. Bien sûr. La preuve en est que Idriss Déby, qui n'est pas allé au sommet de la francophonie, comme Paul Kagame d'ailleurs. Il s'est arrangé après pour passer à Kinshasa. Parce qu'il est allé soutenir son frère Kabila. Le président Blaise Compaoré aussi a cru bon de donner une interview pour dire voilà, on ne nous comprend pas, on devrait écouter les... Donc je vous dis qu'il y a une certaine Afrique à peur des propos de François Hollande. Et ça, c'est salutaire. Il a jeté la panique dans l'autre camp. Écoutez, parlons sérieusement, parce que... je croyais que nous parlions sérieusement. Puisque tout se focalise sur M. Joseph Kabila. Non, nous évoluons. Ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est plus de 50 millions d'habitants. On nous annonce que depuis 3, 4, 5 ans, il y a plus de 3 millions de victimes dans les violences qui se commettent à l'Est. Alors, il faut être sérieux. On ne peut pas à la fois accuser par exemple la France d'ingérence dans les affaires internes de la RDC quand on sait qu'il est souvent arrivé qu'un dirigeant de la RDC demande l'aide militaire de la France. La France est intervenue au Congo en 1978 alors qu'il n'y avait aucun accord qui liait la France et le Congo pour que les militaires français interviennent au Congo. Attention. Deuxièmement, lorsque avant une élection présidentielle aussi importante que celle de 2006, le ministre belge des Affaires étrangères clame publiquement que dans l'intérêt du Congo, c'est tel candidat qu'il faut voter. Alors, ceux qui n'ont pas protesté à ce moment-là, de quel droit doivent-ils maintenant protester parce que François Hollande a fait un tel discours? Qu'est-ce que vous essayez de nous dire que je vais dire par là qu'il faut faire preuve d'intelligence politique. Il ne faut pas prendre un peuple de 50 millions d'habitants pour des bêtes. Non, ça, on n'est pas... Et vous pensez que Paris a pris les Congolais écoutez, non. D'abord, avant le sommet, je suis de ceux qui ont réfléchi. C'est vrai que je vous disais, il n'y avait pas polémique, il y avait débat. Moi-même, dans l'Express, j'ai fait une tribune en disant le sommet de Kinshasa, la présence du président François Hollande, notamment, qui a fait preuve de beaucoup d'audace, ça a été rappelé ici, pour d'abord gagner la primaire socialiste, ensuite gagner l'élection présidentielle. Espérons qu'il fasse preuve aussi d'audace en Afrique, surtout à Kinshasa, qui est le centre de l'Afrique. Il a fait preuve d'audace? Je pense qu'il a brisé un tabou, comme ça a été souligné ici. Or, vous savez, quand François Hollande fait ces discours-là, attention, il faut voir dans quelles conditions la France a quitté l'Afrique centrale. C'est sur des échecs. C'est des revers diplomatiques, double défaite militaire. Parce que c'est la France qui entraînait, encadrait, équipait aussi bien l'armée zaïroise de Mobutu que l'armée rwandaise d'Abiyarimana. Les deux armées qui ont été complètement défaites par le général Kagame. C'est un échec puissant pour la France. Quand on sait que ce sont des officiers français même qui encadraient, commandaient certaines unités militaires. J'ai quand même une question. Je ne voudrais pas que les démonstrations soient trop longues parce que nous devons évoluer dans le débat, mais mon propos est le suivant. Est-ce que vous pensez qu'en ayant pris une position aussi forte à Kinshasa, comme il l'a fait, François Hollande n'a pas non plus pris le risque de fragiliser éventuellement la France en tant que pays susceptible d'investir ou d'obtenir des marchés
en RDC? Est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup à craindre à ce niveau-là? Bon, il aurait fragilisé la francophonie et la France s'il n'a pas pris les positions qu'il a prises. Parce que je crois que l'essor de la francophonie s'est joué à Kinshasa. Désormais, je pense que beaucoup de chefs d'État seront beaucoup plus prudents dans les politiques qu'ils doivent mener dans leur pays. Il faut tout de même rappeler qu'avant d'aller à Kinshasa, outre les 5 intellectuels que Francis a rappelé que François Hollande a reçus, il a aussi fait une conférence conjointe avec le secrétaire général de l'ONU. Quel est le bilan de l'ONU au Congo? C'était un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Donc, par conséquent, il est grand temps de réévaluer tout cela. Donc, je ne pense pas qu'il ait fragilisé la France. Bien au contraire. Bien au contraire. Je pense que maintenant, les peuples africains vont s'approprier intelligemment la francophonie, qui ne sera plus seulement un petit club de chefs d'État, un machin. La francophonie a évité les risques de devenir un machin grâce aux prises de position de François Hollande. Mais maintenant, c'est à nous, Africains, et particulièrement aux Congolais, de fructifier cet acquis. Mais je suis sûr et certain que votre message ne restera pas lettre morte. C'est ici peut-être le lieu de nous interroger, au fond, sur la capacité de la francophonie via l'OIF de pouvoir gérer, prévenir et éventuellement régler les conflits. Alors, il y a 2 conflits qui ont été inscrits à l'ordre du jour. D'une part, la situation dans le nord du Mali. Je dis bien le nord du Mali, et non le nord Mali, parce que malheureusement, c'est une expression qui est malheureuse selon moi, puisqu'elle consacre de fait la partition. Et puis la situation à l'est de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a refusé de signer la déclaration dans laquelle il est donc demandé de condamner fermement le mouvement rebelle M23 qui sévit, faut-il le rappeler, en RDC, à l'est, dans le Nord Kivu. Quelle est votre lecture, en tout cas, en termes de capacité à pouvoir gérer des crises de cette nature? Et surtout, est-ce que l'OIF, via donc la francophonie, est-ce que c'est vraiment le cadre idéal pour traiter ce genre d'affaires? En tout cas, ça a été posé comme tel. C'est ce que je vous disais au début de mon propos tout à l'heure. Et vous me disiez... je n'ai rien dit du tout. Oui, vous me disiez, mais est-ce que vous y croyez? Oui, il faut y croire. Et c'est pour ça que la francophonie, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, la francophonie s'est vraiment affirmée comme un outil puissant à Kinshasa. Et je suis d'accord lorsque vous dites que c'est un tournant pour cette francophonie. Mais on a dit la même chose il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans. À chaque fois, c'est un tournant. Mais concrètement, qu'est-ce qui change? Oui, mais là, on agit sur des choses concrètes. Et il y avait déjà des conflits à l'époque. Vous me parlez du Nord Kivu, mais vous me parlez, il faut aussi parler de l'opposition congolaise qui trouve aujourd'hui une nouvelle voie. Il faut aussi parler du procès du président des droits de l'homme qui va être rouvert et que la communauté internationale désormais va suivre de très très près. Mais tout cela, ce sont des éléments extrêmement positifs et je crois que le président François Hollande, par son attitude justement, a permis l'ouverture de ces portes, même si certains étaient moqueurs au début, mais là il s'est révélé être un véritable diplomate et sur un terrain justement sur lequel personne ne l'attendait. José Ménébert, est-ce que vous pensez que, au fond, par rapport à ces différents conflits qui hantent les esprits des uns et des autres et qui malheureusement, pour l'heure, ne donne pas de résultats probants en termes de capacité de résolution. Est-ce que, et je reviens sur la question que j'ai posée à Jean-Jacques, est-ce que vous pensez que le cadre de l'OIF peut à terme s'avérer utile? Je rappelle qu'une dernière rapport, en tout cas, le rapport final du groupe des experts du comité des sanctions de l'ONU n'a pas été encore rendu public, mais on a déjà eu vent effectivement de son contenu qui va donner lieu à un débat au Conseil de sécurité à la mi-novembre et qui devrait déboucher en principe sur une résolution. Est-ce qu'à la lumière de cet événement par exemple, est-ce que l'OIF pourrait être un instrument utile pour pouvoir faire pression sur des belligérants, selon vous? En tout cas, l'OIF est une organisation qui regroupe les pays qui défendent la langue française et ce sont eux les premiers concernés par les problèmes sur leur territoire. L'ONU rend des rapports, c'est on va dire, une organisation à un échelon supérieur, mais le fait que ce soit amplifié par d'autres organisations, je crois que permet à tous les acteurs de concourir vers
le même objectif. On l'a vu avec les problèmes dans le monde arabe, la conférence des pays arabes, le fait qu'elle donne son avis permettait quelque part à l'Occident de se jauger et de voir s'ils étaient tout à fait à côté des mesures préconisées par les autres. Donc, en cela, je pense que l'OIF, ce ne sera peut-être pas l'organisation chargée de résoudre ces problèmes, puisqu'on a déjà l'ONU qui est là chargée de le faire. Mais c'est une façon d'avaliser, de soutenir aussi ces organisations, non plus en termes de pays individuellement qui votent à l'ONU, mais là on a une organisation qui constitue encore un autre groupe de pression. Ouais. C'est ça, Francis. Je pense que la petite différence avec l'ONU, c'est que l'ONU a une capacité de coercition. On est bien d'accord. C'est-à-dire que l'ONU, au Conseil de sécurité, sur le chapitre 7, on peut frapper. Donc on a la force. Voilà, c'est ça, et c'est la petite différence. Mais la voix de l'OIF, elle est aussi importante. Mais en matière de résolution de conflits, ou en tout cas en matière de médiation, à ma connaissance, je pars sous votre contrôle, mais l'OIF n'a pas vraiment eu à revendiquer de victoire à ce niveau-là. En tout cas, depuis une douzaine d'années, il y a eu pas mal de conflits, mais est-ce que l'OIF peut se prévaloir d'avoir... Mais cher ami, qui peut se prévaloir d'avoir remporté des victoires? L'ONU? L'ONU, ou l'Union européenne? Surtout pas. Ou l'Union des États américains? Je ne pense pas. Je pense que, d'abord, la France étant membre du Conseil de sécurité, donc avec l'appui de l'ensemble de la communauté francophone, la France peut se renforcer de telle sorte qu'elle puisse peser dans les décisions du Conseil de sécurité. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas non plus oublier... malheureusement, ce qu'a été le génocide du Rwanda. Ça continue à peser un peu dans les relations internationales, notamment dans les relations entre la France et le Rwanda. Pas seulement la France, pas mal de pays aussi, qui se sentent un peu responsables, même s'ils ne le sont pas, ou parfois s'ils le sont. Donc, voilà le Canada aussi, dans cette tragédie. Si bien que les autorités rwandaises ont un peu tendance aussi à faire de cela un fonds de commerce. C'est-à-dire parce que nous avons été victimes du génocide, on ne peut rien nous reprocher. C'est le cas maintenant de ce qui se passe au Nord Kivu, parce qu'il passe au nom de la sécurité du Rwanda qui est sans cesse menacée par un autre génocide, eh bien, il faut fermer les yeux. Et ça, c'est très grave. Et là, je pense que la francophonie peut amener justement à faire évoluer les mentalités, à faire évoluer la diplomatie des certains États impliqués dans la résolution de conflits au nord-est du Congo. Ok, parfait, merci pour votre réponse. Alors aujourd'hui, c'est 200 millions de personnes sur la planète qui sont francophones, et selon les projections de l'Organisation internationale de la francophonie, ce nombre aura triplé en 2050. Alors, actuellement aussi, ce sont 56 pays qui sont membres, on est bien d'accord, membres à part entière et associés donc de l'OIF. Mais tous ne sont pas francophones. Alors, évidemment, la grande nouveauté, c'est qu'un pays a été admis comme membre associé, sans passer par l'étape préalable de membre observateur, c'est le Qatar. Jean-Jacques Seymour, qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai envie de vous dire d'une formule lapidaire que l'argent achète tout. Bien. Moi, je dirais, on le prête aux riches. Oui. Moi, je vous dirais, vous savez ce que disent les Canadiens? On ne peut même pas compter sur la France pour défendre la langue française. Allez à Bruxelles, vous verrez dans la dernière édition de l'année francophone internationale. Oui, donc je rappelle que vous êtes membre du comité de rédaction. Il y a un dossier sur le dernier forum mondial de la langue française au Canada. C'est cela, oui. Alors, Madame Goyer, qui est française, mais qui dirige l'Observatoire de la langue française à Bruxelles, vous dit, il faut lire son article. Moi, j'ai des amis là-bas français qui travaillent à l'Union européenne qui vous disent, eh bien, il y a des collègues français qui ne sont pas gênés, au contraire, qui sont heureux de travailler pendant les réunions en anglais. Donc, vous leur posez la question, mais pourquoi si vous ne parlez pas français? Oh oui, mais vous savez, mais puisque je parle anglais, donc, vous voyez. Donc, alors, si bien que je pense que quand on dit l'avenir de la francophonie est en Afrique, eh bien, saisissons la balle au bon et soyons exigeants à tout point de vue. Parce que la langue française, si elle va survivre grâce à l'Afrique, c'est grâce aux locuteurs, aux individus, aux citoyens que nous sommes, et non pas à quelques poignées de dirigeants. Donc, par conséquent, et je relie votre question sur l'avenir de la langue française à la position prise par le président François Hollande. Il a fait appel au peuple
parce que l'avenir de la langue française passe par le peuple. Ce qui veut dire qu'il faut aussi mettre en œuvre des politiques de coopération culturelle qui permettent aux Africains d'étudier, de pousser très loin les études. Même dirigés vers des pays qui ne sont pas culturellement francophones. Mais justement, j'en arrive à ces problèmes. Il y a déjà un grand professeur français qui a fait une étude il y a quelques temps en disant, voilà, la diplomatie scientifique des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'étudiants africains francophones aux États-Unis parce qu'ils trouvent de meilleures conditions d'accueil, de travail. Donc c'est à la francophonie justement d'initier d'autres politiques de coopération universitaire de telle sorte que le français puisse... Donc, il faut enrayer les reculs du français parce que souvent, quand on présente ces statistiques-là, ça cache, ça masque pas mal de problèmes. On va revenir sur justement le français en tant que langue menacée éventuellement. Je reviens vers vous, José Mélébert. Le Qatar, est-ce que après le PSG, l'OIF? Pas tout à fait. D'accord. C'est pas... On n'est pas dans le même registre. Oui, mais en fait, ce qui me vient à l'idée, hein, c'est que ce qui fait aujourd'hui l'expansion de la langue française, ce n'est pas le fait d'être membre du Commonwealth ou affilié du Commonwealth, côté anglophone, ou appartenir à une organisation américaine quelconque. C'est le fait que l'anglais est enseigné dans tous les pays au monde, quelle que soit, on va dire, la culture d'origine de ce pays. Mais donc sur le Qatar. Non, mais je reviens, je rebondis là sur le Qatar. La même démonstration vaut pour le Qatar. Le Qatar, qu'a dit la France, ou plutôt l'organisation, l'OIF, ils ont dit, le Qatar a les moyens, ils mettent aujourd'hui en place des écoles qui enseignent le français et mettent les moyens financiers pour permettre à leur population, qui parle déjà arabe et anglais, de parler le français. Donc, c'est un pays qui, d'une façon ou d'une autre, constitue une valeur ajoutée pour la langue française. À côté de cela, on a des pays comme le Gabon qui maîtrisent déjà le français et qui veulent enrichir leur population avec l'anglais. Donc, on est dans ce monde-là diffus où on ne se fige plus sur l'aspect purement culturel, mais la vraie bataille, à mon avis, pour ne pas qu'une langue disparaisse, c'est d'avoir des gens qui pratiquent cette langue. Et les pays qui ont de l'argent ont Francis Patulé, avant de vous donner la parole, il y a quand même la dimension à la fois linguistique, la dimension politique et aussi, je dirais, la question des moyens. Mais au-delà, il y a aussi la cohérence. Parce que vous avez une unité linguistique qui permet de raffermir les solidarités. Est-ce qu'il n'y a pas risque, en s'ouvrant vers d'autres, de mettre à mal cette cohérence-là, cette cohésion, selon vous? Je suis totalement d'accord avec vous et moi j'émets d'express réserve sur l'admission du Qatar. Comme membre associé, il faut le rappeler. L'argent du Qatar, sans le soufre, vous savez. L'argent du Qatar est dangereux. Ce n'est pas de l'argent sain, ces gens ont un visage angélique et tout, et en fait, ils financent le salafisme, ils financent les groupes terroristes au nord du Mali. C'est une porte d'entrée qu'on leur offre, une porte d'entrée supplémentaire sur notre continent, et j'ai bien peur que les Africains ne prennent pas conscience de ce qui vient de se passer. C'est un cheval de Troie. Mais quelles sont leurs intentions au sein de l'OIF? L'OIF ressemble à une organisation, j'allais dire, presque... Ce n'est pas dans l'OIF qu'ils entrent. Ils entrent dans la francophonie. Très bien. Et c'est ce que disait MC tout à l'heure, c'est le peuple qu'ils entrent. Ce qui les intéresse, ce n'est pas d'être à Paris au siège de l'OIF. Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous dire, entre les lignes, que la plupart des pays qui sont autour du Mali sont francophones et qu'il y a probablement là des opportunités que les Qataris aimeraient saisir? Les Qataris sont au nord du Mali. Hein. C'est eux qui financent certains des groupes. On est bien d'accord, mais je parlais des pays périphériques. Les Qataris sont en Guinée, par exemple, qui est un pays à la périphérie. Ils ont des intérêts en Côte d'Ivoire et tout. Mais c'est pas ça. Entrer qu'on leur permet, parce que nous ne voilons pas la face. Vous savez pourquoi on les a accueillis à l'OIF? On les a accueillis à cause de l'argent. Vous allez nous le dire, oui, l'argent. Les sous, c'est les sous. Parce que l'OIF a un peu moribond, la France n'a plus assez d'argent, les Canadiens ont d'autres soucis, il y a la crise internationale. On se dit, bon, ben, il y a une bonne poire qui est quelque part, c'est les Qataris, on prend l'argent là, c'est tout.
Les Qataris n'arrivent jamais comme ça pour porter leur argent. Regardez ce qui se passe dans les banlieues françaises. Où ils, le fameux fonds. Voilà, oui, ils arrivent avec le fonds. Oui. Ils arrivent avec le fonds qatari. C'est exactement ce qu'ils font en Afrique, avec cette dimension liée au financement du terrorisme qui n'est pas à négliger. Oui. Je le vois dans deux sens. Je le vois dans deux sens. C'est vrai que l'argent du Qatar, sans le souffle, permettrait en quelque sorte une pénétration du Qatar et de ses actions dans le monde francophone. Mais on peut le voir aussi en sens inverse. La France a toujours porté ces valeurs-là de démocratie, de révolution mentale ou politique. Et comment faire entrer dans le Moyen-Orient le message de la France si les habitants du Moyen-Orient ne parlent pas le français? Donc après, c'est une bataille après de la maîtrise des communications et de la capacité à faire passer... Cher ami, les exemples, pardon, en 2 mois, les exemples de ce qui s'est passé en Libye, surtout en Tunisie, où on parle français depuis très longtemps, me laisse quand même sceptique face à cet optimisme que vous affichez. Alors, c'est aussi ici le lieu de s'interroger sur, comme on en a parlé tout à l'heure, la capacité d'intervention de l'OIF dans certains conflits. Comme vous le savez, en tout cas pour ce qui concerne la situation au nord du Mali, l'option a donc été levée par la CEDEAO d'y envoyer une force panafricaine. Une résolution onusienne a été adoptée dans ce sens. Parmi les pays qui sont susceptibles d'envoyer des troupes, en tout cas dans cette force panafricaine, il y a bon nombre de pays francophones. Est-ce que, là encore, c'est aussi une manière de revenir sur la question que je vous ai posée, en termes de capacité éventuellement de résoudre le conflit, ou même en utilisant, j'allais dire, l'outil diplomatique, est-ce que vous pensez que, là encore, il est possible d'obtenir au sein de l'OIF, j'allais dire, les moyens qui pourraient permettre éventuellement aux différentes parties au conflit de pouvoir accepter, pourquoi pas, de dialoguer, surtout que aujourd'hui, et on le sait désormais, par rapport à la situation du Mali, les Américains exigent des élections pour 2013. Nul doute que l'OIF, comme elle le fait depuis quelques années, enverra des observateurs. Mais est-ce que, là encore, l'OIF n'a pas son rôle à jouer pour éventuellement mettre un peu de l'huile dans les rouages et faire en sorte qu'il y ait au moins un début d'amorce de discussion sérieuse sur la situation. La situation au Mali entre d'une part le gouvernement de Bamako et ceux qui aujourd'hui occupent la partie nord du pays. Francis, moi j'ai écouté tous les acteurs, personne ne veut discuter avec, on veut bien discuter avec les groupements Touareg, le MNLA et tout ça, parce que bon, c'est des gens qui ont renoncé maintenant d'ailleurs à la pseudo-indépendance, mais il est hors de question de discuter avec AQMI. Il est hors de question de discuter avec le Mujao, avec Boko Haram. C'est des gens qui passent des bombes tous les jours. Peut-être qu'en sortant de ce studio, on apprendra qu'il y a eu des bombes à Lagos ou ailleurs. C'est des gens qui sont des tueurs, qui coupent des bras tous les jours, qui hier encore ont cassé des monuments historiques. On ne peut pas discuter. Ceux qui ont admis le Qatar comme membre associé de l'OIF n'avaient pas tout cela présent à l'esprit? J'ai écouté le président Hollande, et Hollande a bien dit, sur l'intervention du Qatar dans les banlieues françaises, on est en train de discuter avec les Qataris pour leur proposer une formule. Ils donnent l'argent, c'est nous qui leur indiquons les projets. C'est nous qui leur... Ça veut dire qu'il y a une inquiétude au plus haut niveau de l'État français. C'est cela. Alors, a fortiori, chez nous, où les États sont faibles, il faudra faire doublement attention. Oui, inquiétude au plus haut niveau de l'État français. Je veux bien, mais on laisse le loup rentrer dans la bergerie, cependant. Cela étant, il y est déjà... Oui, ben, le loup, il y est avec une équipe de football prestigieuse, il y est avec l'achat de tous les palaces de Paris. Et mais à contrario, on pourrait vous dire, mais au fond, de vignes, voilà, dans le Bordelais. Pour ceux, on pourrait aussi objecter aux détracteurs, ou en tout cas à ceux qui estiment que l'arrivée du Qatar est en soi déjà une menace. On pourrait dire, mais après tout, le Qatar a effectivement les moyens, et tant qu'ils mettent la main à la poche, libre à l'organisation, d'une part d'être conforme à ses idéaux, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est
tous les pays qui ont en partage la pratique de la langue française, dans un souci de promotion de valeurs universelles comme les droits de l'homme, la démocratie, et aussi en termes de coopération. Est-ce qu'en dépit de cette menace que vous évoquez, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins matière à se dire que... Moi, je n'ai pas peur pour la France. Pourquoi? Parce que c'est un État qui est fort. Des membres de l'OIF, bien sûr. Mais en fait, parce que les services d'intelligence sont assez forts, structurés, et tout, que ces gens-là travaillent. Bien sûr. Et chez nous, on ne travaille pas. Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'académie qui réfléchissent à demain. On pense à l'immédiat. Et ça, c'est dangereux. Parce que l'ennemi est très, très puissant. Et il faut faire attention. L'argent à tout prix, moi, je suis contre. Moi, je dirais que les régimes menaçants, ce n'est pas en les excluant totalement de certaines instances qu'on ne pourra pas les contrôler. Par moments, se rapprochant de ces États, je parle surtout des États comme la France, en se rapprochant des États comme ceux-là, il ne faut pas croire